La royauté offre richesse et pouvoir, mais derrière le palais, le destin façonne souvent une histoire plus sombre. Dans cette vidéo, nous dévoilons une collection glaçante de vie royale marquée par folie, trahison, exil et fins indicibles. Alors rejoignez-moi pendant que nous explorons tout cela et bien plus encore. Pour notre première histoire, nous retournons dans la Belgique du XIXe siècle. Marie-Charlotte, Amélie-Augustine Victoire, Clémentine, Léopoldine, mieux connue et plus simplement appelée la princesse Charlotte pendant sa jeunesse, est née au château de Laeken, juste à l'extérieur de Bruxelles, le 7 juin 1840. Son père était Léopold Ier, le premier roi du nouvel État belge, tandis que sa mère, Louise, était une fille du roi Louis-Philippe de France. En tant que seule fille de ses parents, Charlotte aurait sans aucun doute été destinée à se marier, de manière à renforcer les liens diplomatiques du nouveau royaume de Belgique avec un autre État européen. Mais au moment de sa naissance, personne ne pouvait savoir à quel point son futur mariage allait influencer le cours de sa vie. Elle a été élevée et éduquée près de la famille royale pendant sa jeunesse, bien que dans sa propre maison. Mais cela changea à la fin de l'année 1850 lorsque Charlotte n'avait que 10 ans. En octobre de cette année-là, sa mère était décédée de la tuberculose. Et par la suite, l'éducation de Charlotte fut confiée à la comtesse de Holst, une proche amie noble de la famille royale. Cet arrangement dynastique, qui allait tant influencer sa vie, fut négocié alors que Charlotte était encore très jeune. Le 27 juillet 1857, elle épousa l'archiduc Maximilien d'Autriche, un jeune homme de 25 ans qui était proche dans l'ordre de succession de son frère, François-Joseph, l'empereur d'Autriche. Heureusement pour le couple, les débuts de leur mariage furent assez heureux. Lorsqu'elle était à Vienne, la capitale autrichienne, Charlotte était louée pour sa beauté et la facilité avec laquelle elle naviguait à la cour impériale et dans ses rituels. Le couple passait également beaucoup de temps dans ce qui est aujourd'hui le nord de l'Italie, où Maximilien servait comme vice-roi des provinces autrichiennes de Lombardie et de Vénétie. Mais lorsque ces provinces furent ensuite perdues, le couple s'installa dans une nouvelle résidence près de Trieste, sur la côte adriatique. C'était un début idyllique pour leur union, mais il allait bientôt être brutalement interrompu par des événements survenus très loin, au Mexique. Le Mexique a obtenu son indépendance de l'Espagne en 1821 après des rébellions qui ont coûté à la nation ibérique la majeure partie de son empire. Dans les Amériques, le nouvel État mexicain fut brièvement établi comme un empire entre 1822 et 1823, mais par la suite, il fut gouverné comme une république. Pourtant, il y avait toujours des partis opposés au sein de la politique mexicaine qui cherchaient à établir un régime plus conservateur, éventuellement avec la fondation d'une monarchie mexicaine ou d'un nouvel empire. Au début des années 1860, ces forces politiques rivales commencèrent à agir, menant la situation à son paroxysme. La dispute entre plusieurs puissances européennes et l'État mexicain sur les dettes accumulées par Mexico dans les années 1840 et 1850 fut l'étincelle, en raison du coût d'initiatives telles que la guerre mexicano-américaine. Incapable de rembourser ses dettes, en 1861, le Mexique fut envahi par la France, l'Espagne et la Grande-Bretagne pour récupérer leur argent. Alors que l'Espagne et la Grande-Bretagne se retirèrent en vite, la France resta et Napoléon III commença à élaborer un plan pour une intervention plus concertée au Mexique. Et cela impliquerait Charlotte et son mari. Dès octobre 1861, un groupe d'hommes politiques mexicains conservateurs, avec le soutien de Napoléon, avait envoyé une lettre en Europe pour proposer de faire de Maximilien l'empereur du Mexique. L'archiduc était considéré comme un candidat tout à fait approprié. Non seulement il était membre d'une famille royale européenne, mais aussi membre des Habsbourg, la famille royale qui avait régné sur l'Espagne, lors de la conquête du Mexique par les Espagnols au XVIe siècle. En tant que tel, Maximilien et Charlotte étaient considérés comme les meilleurs candidats pour devenir empereur et impératrice du Mexique et étaient donc soutenus par les conservateurs mexicains et la France. Maximilien, cependant, était d'abord réticent à accepter l'offre, et ce n'est qu'après de longues négociations sur les termes précis de l'offre qu'il accepta de devenir empereur.
En octobre 1863, l'intervention de Charlotte auprès de Maximilien fut jugée déterminante. L'archiduchesse était fermement en faveur du projet, et il est largement admis qu'elle était à cette époque une femme très ambitieuse, qui croyait que Maximilien et elle pouvaient prospérer en tant que souverains d'un État d'Amérique centrale. Ainsi, c'est au printemps 1864 que le jeune couple a pris la mer pour les Amériques. Là-bas, la femme, née princesse Charlotte, puis archiduchesse Charlotte après son mariage, serait désormais appelée impératrice Carlotta. Malgré leurs grands espoirs, le couple royal ne fut pas bien accueilli dans leur nouveau pays. Plusieurs factions politiques mexicaines refusèrent de les reconnaître, provoquant rapidement une guerre civile, entre les conservateurs soutenant le nouvel empire et une coalition de libéraux et républicains défendant la République. Malgré des circonstances loin d'être idéales, Carlotta tenta d'entreprendre des travaux importants en tant que nouvelle impératrice du Mexique. De plus, non seulement Carlotta apprit l'espagnol, mais elle s'intéressa aussi véritablement à la culture mexicaine, y compris l'art, la littérature et l'histoire. Elle visita même la péninsule du Yucatan en 1865 pour voir d'importantes ruines mayas qui s'y trouvaient. Dans un effort pour sécuriser leur position, elle et Maximilien adoptèrent également 2 membres de la famille Iturbide, les descendants d'Agustín de Iturbide, qui avait régné en tant que premier empereur du Mexique. Il y a plus de 40 ans, dans les années 1820. En l'absence d'enfants, Carlotta et Maximilien utilisèrent les enfants Iturbides comme moyen de sécuriser leur position, en démontrant à la société politique mexicaine qu'il existait une ligne de succession claire au cas où il arriverait quelque chose à Maximilien. Mais ces efforts ne furent pas suffisants et malheureusement pour eux, leur règne ne durerait pas beaucoup plus longtemps. Progressivement, au milieu des années 1360, le soutien dont Maximilien et Carlotta bénéficiaient auprès de certains partis au Mexique s'est évaporé. Leur ascension au pouvoir avait été facilitée par les États-Unis, qui étaient alors distraits par leur propre guerre civile entre 1860 et 1865. Mais une fois la guerre terminée, le voisin du nord du Mexique commença à s'impliquer plus activement dans les affaires du Sud, en soutenant les républicains qui s'opposaient à Maximilien. De plus, Napoléon III était de plus en plus distrait par les événements en Europe même, en particulier par la menace d'une guerre avec la Prusse. Par conséquent, il commença à détourner les intérêts de la France du Mexique. Ces actions signifiaient que Maximilien et Charlotte étaient désormais extrêmement isolés et avaient perdu une grande partie de leur soutien. Un dernier effort désespéré fut néanmoins tenté pour sauver le régime. À l'été 1866, Charlotte partit pour l'Europe, tandis que Maximilien restait au Mexique. Sa mission était de rallier le soutien des dynasties royales d'Europe à leur cause. Elle se rendit d'abord à Paris en août, où, malgré plusieurs rencontres avec Napoléon III, elle ne parvint pas à convaincre leur allié le plus proche de renouveler son soutien à Maximilien, et l'empereur français alla même jusqu'à recommander qu'il abdique. De là, elle se rendit à Rome, où elle espérait convaincre le pape Pie IX d'apporter son soutien à Maximilien. Une mesure qui aurait pu conduire au soutien des puissances catholiques d'Europe, si elle avait réussi. Mais une nouvelle déception l'attendait ici lorsqu'elle obtint enfin une audience avec le pontife à la fin du mois de septembre. Il hésitait à user de son influence pour l'empereur et l'impératrice du Mexique. Tout semblait perdu, et avec cela, Carlotta commença tragiquement à perdre la raison. Il y avait des signes que Carlotta n'était pas bien dès le début de sa mission en Europe. Ces signes étaient apparus pour la première fois à Paris en août, lorsque ses efforts pour obtenir le soutien de Napoléon III rencontraient de la résistance. Mais ils ne se sont pleinement manifestés que dans les semaines suivantes, alors qu'elle se rendait à Rome. À une occasion, il est rapporté qu'elle était convaincue qu'un paysan de passage était un assassin. Ceci pourrait indiquer qu'elle souffrait d'une forme de schizophrénie paranoïde. La situation a empiré à Rome, où elle redoutait souvent d'être empoisonnée et refusait de s'alimenter, tout en souffrant davantage de crises d'hystérie, d'agoraphobie et de comportements extrêmes. Peut-être que l'acte le plus inhabituel à cette époque fut sa décision de voler une coupe dans les appartements du pape au Vatican. Et ensuite, elle s'en servit pour boire de l'eau des fontaines publiques de Rome. Son état d'esprit n'aurait pas été amélioré par les événements survenus au Mexique. La guerre civile avait tourné contre Maximilien,
qui menait un combat de plus en plus perdu d'avance. Finalement, en mai 1867, il serait capturé lors d'une dernière résistance à la ville de Querétaro, avant d'être exécuté par un peloton d'exécution le 19 juin 1867. Ensuite, une nouvelle république fut établie pour remplacer le court empire de Maximilien et Carlotta. Il n'est toutefois pas certain dans quelle mesure Carlotta, que nous pouvons maintenant appeler Charlotte, était consciente de ces événements. À l'été 1867, elle revint à Trieste, sur la côte adriatique, dans le palais où elle et Maximilien avaient séjourné avant leur débâcle mexicaine. Charlotte avait déjà été transférée ici. Le roi Léopold II de Belgique et l'empereur François-Joseph, son frère et beau-frère, avaient appris la dégradation de son état mental. Une équipe de professionnels a été réunie pour déterminer ce qui n'allait pas chez elle, et il a également été décidé de ne pas l'informer de la mort de son mari. De retour au Mexique, où la nouvelle de cet événement est parvenue en Europe à la fin juin 1867, il y avait un vif intérêt pour le cas de Charlotte dans toute l'Europe à la fin des années 1860. En 1867, plusieurs rapports dans le British Medical Journal ont décrit son déclin mental. Par exemple, un rapport du 24 août de cette année-là indiquait que l'ancienne impératrice souffrait d'une mélancolie sévère, un terme générique utilisé à l'époque pour décrire une variété de troubles psychologiques et physiques, en particulier ce que nous appellerions aujourd'hui la dépression. Elle était également très paranoïaque, et l'auteur anonyme du même rapport a souligné que Charlotte souffrait de délire, croyant que l'on mettait du poison dans sa nourriture. Serait-elle évaluée aujourd'hui ? Il est certain que Charlotte aurait reçu un diagnostic de paranormalisme, une schizophrénie paranoïde très invalidante. Mais à la fin du XIXe siècle, alors que la psychologie n'en était qu'à ses débuts, il y avait peu de choses à faire pour elle. Quelles qu'aient été les spécificités exactes des troubles de Charlotte, elle ne s'en est jamais complètement remise. De plus, en janvier 1868, Charlotte apprit enfin l'exécution de son mari, ce qui la brisa encore davantage moralement. Dans un ensemble de près de 400 lettres, Charlotte se déclare morte à la chute de l'Empire mexicain. Ces lettres, par leur nombre et leur longueur, offrent également le témoignage de sa vie quotidienne, rythmée par la paranoïa, les crises et les soins qui lui étaient prodigués. Dans les mois qui suivirent, Charlotte fut ramenée en Belgique par sa famille, accompagnée de ses 2 fils adoptifs, qui furent tous 2 envoyés plus tard en Angleterre pour étudier. En Belgique, un foyer fut établi pour elle au château de Bouchot, un château royal datant du XIIe siècle près de la ville de Mies. Pendant son séjour à Bouchot, Charlotte disparaît complètement de la vie publique, passant la majorité de son temps dans son château et ne recevant que la visite de certains membres de sa famille. Pour s'occuper, elle était connue pour faire des promenades, broder, jouer aux cartes et écouter son gramophone. Au fil des années, lorsque certains de ses proches ou de ses domestiques mouraient, il fut décidé de ne pas l'en informer, de peur que son état ne s'aggrave. Sa dame d'honneur, Hélène, comtesse de Reinecq-Fusenmang, parle de Charlotte. La plupart du temps, la malheureuse femme était absorbée dans de longs silences. Ou, au contraire, lors de débats animés en français, anglais, allemand, italien, espagnol avec des interlocuteurs imaginaires. Des discussions trop incohérentes, trop décousues. Pour pouvoir deviner quelles pensées occupaient ce cerveau, Charlotte était connue pour faire fréquemment des remarques confuses et parler toute seule. De plus, parfois, elle éclatait dans des accès de rage, détruisant des vases et déchirant des livres, ce qui contrastait avec des périodes de calme. Elle allait passer plus de 50 ans au château de Bouchot. Et bien que son état se soit, dit-on, amélioré dans une certaine mesure au fil des années, elle n'a jamais pu reprendre une vie normale. Finalement, elle est morte d'une pneumonie et de la grippe le 19 janvier 1927 à l'âge de 86 ans. Ensuite, dirigeons-nous vers le royaume de Madagascar. La femme qui deviendrait un jour la reine Ranavelona III de Madagascar est née sous le nom de princesse Rasafindrahiti, le 22 novembre 1861, dans le village d'Amparib, près de la ville d'Antananarivo. Elle était la nièce de la reine Ranavalona, qui régnait sur le royaume Mérina depuis 1868. Ainsi, la jeune Rasafindrahiti avait des droits de succession au trône.
La princesse Razafindraiti a été élevée sous la tutelle de la cour royale et a reçu une éducation chrétienne. Sa tante ayant adopté la religion des Européens qui s'était répandue à travers l'Afrique au cours du XIXe siècle. Élève intelligente, la princesse fut rapidement mariée à un jeune âge à Andriana, un membre de la noblesse de sang malgache. Cependant, cet homme nommé Ratrimo est décédé plus tard d'un empoisonnement suspecté. C'était peu avant la mort de Ranavellona II à l'été 1883. Elle n'avait pas de successeur clair et direct et, par conséquent, la princesse Razafindraeti succéda à sa tante à l'âge de 21 ans, devenant la reine Ranavellona III. Ranavellona devint la dirigeante d'un royaume qui se trouvait à un carrefour politique et culturel au XIXe siècle. Pendant des siècles, Madagascar n'avait pas de pouvoir centralisé et unitaire, mais était divisé entre des peuples rivaux et de petits États. Cela commença à changer à partir du XVe siècle, lorsque les Marinas, ou peuples ovaires, entrèrent sur le plateau central de l'île et y établirent un petit royaume. Les Marinas commencèrent bientôt à s'étendre, en partie grâce à l'organisation d'un vaste système d'irrigation, ce qui leur permit d'assécher les marais locaux et de rendre possible la culture de grandes quantités de riz inondés dans des rizières irriguées. Avec l'augmentation des rendements agricoles, le royaume prospère des Marinas put soutenir un très grand nombre de personnes, ainsi qu'un État plus puissant et bureaucratique doté d'une grande armée. Dès sa création, le royaume des Marinas fut régulièrement dirigé par des reines plutôt que par des rois. Une particularité selon les critères européens, mais une caractéristique relativement normale de la politique dans l'océan Indien à cette époque. L'une de ses premières souveraines, la reine Rofoi, commença à étendre la domination des Marinas au-delà du plateau central de Madagascar au XVIe siècle. Le pouvoir de l'État fut encore renforcé à la fin du XVIIIe siècle, lorsque le roi Andrianam Poenamarina, ou Nampuana, devint le premier monarque marina à consolider son autorité. Tandis que ses armées, commandées par son fils Radama, réussirent à assurer le contrôle de la majeure partie des régions montagneuses de l'île. Le processus d'expansion fut ensuite achevé par Radama lorsqu'il devint roi en 1810, et il réussit à faire des autres royaumes de Madagascar des tributaires ou des vassaux, unissant ainsi en grande partie le reste de l'île sous la domination des Marinas. Mais alors que le royaume des Marinas atteignait l'apogée de sa puissance, une menace surgit de l'extérieur. Européenne. Les contacts avec Madagascar étaient restés relativement limités jusqu'au XIXe siècle, le climat et la prévalence des maladies tropicales rendant l'île peu accueillante pour les arrivants potentiels d'Europe. Cependant, comme ailleurs en Afrique et en Asie, le XIXe siècle a vu les Européens s'aventurer pour la première fois dans les régions les plus reculées du globe. En avançant, les peuples autochtones avaient deux choix. Ils pouvaient tenter de préserver leur mode de vie, mais furent vite conquis et colonisés par les Européens, venus avec armes à feu et technologies industrielles. Ou bien ils pouvaient tenter d'adopter la culture des Européens d'une manière qui leur permettrait de se défendre. Radima a choisi la seconde option et a progressivement commencé à mettre en œuvre une politique d'occidentalisation et de modernisation à Madagascar. Cependant, cette dernière politique a rapidement été inversée par son épouse et successeur, la reine Ranavellona Iré, qui a régné de 1828 à 1861, un choix qui aurait pu lui être fatal durant un long règne de plus de 30 ans, bien que ses successeurs aient tenté une nouvelle fois de moderniser le royaume Mérina, ils n'étaient pas en mesure de résister à une nation européenne qui déciderait de prendre possession de l'île. C'était la situation qui régnait à Madagascar au moment où Ranavellona devint reine en 1883 et alors que les Français commencèrent à s'intéresser particulièrement à l'île. La jeune reine fut couronnée le jour de son 22e anniversaire, le 22 novembre 1883. Peu de temps après, elle conclut un mariage politique avec le premier ministre malgache, Renlaya Rivoni. Avec l'occidentalisation du royaume Marina au XIXe siècle, le pouvoir du monarque avait été réduit et, de plus en plus, l'autorité revenait à un gouvernement de type cabinet composé de ministres. Ainsi, dans les années qui suivirent,
Ranavalona joua principalement un rôle cérémoniel dans le royaume Marina, tandis que son nouveau mari, le premier ministre Rainila Yaya Rivoni, dirigeait en grande partie le gouvernement. Les récits des années 1880 et du début 1890 présentent Ranavalona comme une femme entre deux mondes. Lors des cérémonies royales, elle était entourée des attributs de la société traditionnelle Marina, comme des soldats qui combattaient avec des lances. Mais en privé, c'était une femme qui s'était habituée à une grande partie de la société de cour européenne. Elle jouait aux cartes, apportait ses travaux d'aiguille et son dernier projet de crochet aux réunions du cabinet et importait la plupart de ses vêtements de Paris ou de Londres. Mais ses influences extérieures avaient une teinte sinistre. Au XIXe siècle, la Grande-Bretagne et la France voyaient Madagascar comme une cible de colonisation. Avec ses riches ressources naturelles et sa position stratégique sur les routes maritimes de l'océan Indien, entre le cap de Bonne-Espérance en Afrique australe et le sous-continent indien, l'île revêtait une certaine importance. Les Français avaient obtenu des concessions pour exploiter les richesses minérales et les forêts de Madagascar grâce à Radama II qui régna entre 1861 et 1863 selon la soi-disant Charte Lambert. Mais lorsque le gouvernement Mérina tenta de révoquer cela au début des années 1880, cette action devint le prétexte à l'intervention militaire française à Madagascar. C'était à l'époque de la succession de Ranavalona. Les guerres franco-ova qui en résultèrent allèrent durer pendant les 13 années suivantes. La première guerre franco-ova, ou première expédition de Madagascar, commença en 1883 avec l'envoi d'une petite armada par les Français vers l'île africaine. Un ultimatum fut délivré et une force expéditionnaire bombarda la côte Est et occupa Toamasina. Cet état de choses dura 2 ans jusqu'à ce qu'un traité soit négocié en janvier 1886, un traité qui stipulait que le gouvernement Marina paierait une lourde indemnité et permettrait à un représentant français de résider à la cour de Ranavalona à Antananarivo. Cela mit fin à la première guerre franco-ova. Dans les mois qui suivirent, Ranavalona fut au centre des efforts visant à contourner ce traité. Par exemple, le gouvernement Mérina tenta de solliciter l'aide des États-Unis pour préserver son indépendance en adressant une pétition au président en exercice, Grover Cleveland. Cependant, le moment choisi n'était pas favorable, car l'Amérique commençait à entrer dans sa propre période d'expansion impériale ouverte. Le problème s'est aggravé en 1890 quand les Britanniques et les Français ont reconnu Madagascar comme sphère d'influence française par un accord. En échange, le gouvernement de Paris a permis à Londres de prendre le contrôle total de l'île de Zanzibar, au nord-ouest de Madagascar. Ainsi, le royaume Mérina était isolé et sans alliés puissants à appeler lorsque la France l'a de nouveau défié au milieu des années 1890. Le prétexte de la seconde expédition de Madagascar, ou la seconde guerre franco-ova qui a éclaté en 1894, était l'incapacité du gouvernement de Ranavalona III à respecter les termes du traité précédent de 1886. Une petite expédition navale française a bombardé le port de Toamasina à la fin de 1894, et cela fut rapidement suivi par l'arrivée d'une grande force expéditionnaire d'environ 20 000 soldats, français et auxiliaires, au début de l'été 1895. La campagne qui s'ensuivit fut mitigée. Il y eut très peu de combats directs entre les forces françaises et celles de Ranavalona. Pourtant, des milliers de soldats français succombèrent à des maladies tropicales rares sous la chaleur accablante de l'été, comme la typhoïde, la fièvre et le paludisme. Finalement, les Français ont eu de la chance. L'expédition a réussi parce qu'elle comprenait un contingent important de soldats algériens et africains qui pouvaient bien s'adapter au climat de Madagascar. Et aussi parce que l'arrivée de l'expédition a déclenché une série de révoltes régionales contre la domination mérina dans toute l'île à l'été 1895. Finalement, une troupe française épuisée a encerclé la capitale Antananarivo et a bombardé la ville avec de l'artillerie moderne. Cela a suffi à forcer la reine Ranavalona et son époux, le Premier ministre, à se rendre.
Le 1er octobre 1895, un nouveau traité a été signé entre le royaume Mérina et la France, par lequel l'île de Madagascar est essentiellement devenue un protectorat français. Au début, la reine Ranavelona III a été autorisée à rester reine du pays, et le gouvernement Mérina est resté en place bien qu'il ne soit plus qu'une simple façade. Le pouvoir réel du pays était désormais aux mains d'administrateurs coloniaux français. L'exception à l'acte de clémence envers la reine et son gouvernement concernait son mari, le Premier ministre, Brenila Iravoni, qui fut exilé dans la colonie française d'Algérie en Afrique du Nord, où il mourut un an plus tard. Finalement, Ranavelona devait également quitter Madagascar bientôt. Une révolte populaire contre la domination française éclata quelques mois après la signature du traité d'occupation. La rébellion Menelamba était une révolte principalement rurale, qui s'opposait autant à l'occidentalisation et à la christianisation du pays qu'aux Français eux-mêmes. En tant que telle, elle n'a pas été lancée en soutien à la reine ni à sa demande. Néanmoins, cela a suffi à convaincre le gouvernement métropolitain à Paris qu'un changement était nécessaire. La reine a été déposée. Le royaume de Marina a été officiellement aboli, et un gouvernement militaire a été installé à Madagascar afin d'administrer directement l'île pour la République française. Ranavelona fut alors exilée sur la petite île de Ronon, située à environ 550 km à l'est de Madagascar dans l'océan Indien. Elle y fut envoyée avec plusieurs membres de sa famille élargie, dont sa nièce de 14 ans, Raza, Finandrea Manitra, qui était enceinte de l'enfant illégitime d'un soldat français. Lorsque sa nièce est décédée peu après avoir accouché, l'ancienne reine a adopté la petite fille et l'a nommée Ranavelona, d'après elle-même. Un saut dans la trentaine avancée et après avoir perdu 2 maris, Ranavelona est devenue mère adoptive. L'ancienne famille royale de fortune en exil a rapidement été déplacée à nouveau. À la fin des années 1890, la France a de nouveau été en conflit avec la Grande-Bretagne sur la région du Soudan. Il était désormais jugé imprudent de laisser Ranavelona sur une île aussi proche de Madagascar. Eh bien, les Britanniques avaient comploté pour la renvoyer dans sa patrie dans le cadre d'un plan visant à chasser les Français de l'île. Par conséquent, en février 1899, toute la famille fut rapidement contrainte de quitter Ronon. Ils furent emmenés à l'autre bout du monde, dans la colonie française d'Algérie, en Afrique du Nord. Ranavelona allait passer le reste de sa vie ici, à Alger, en Algérie. Elle était prise en charge. L'ancienne reine recevait une villa et du personnel de maison, ainsi qu'une allocation importante. Elle pourrait même se rendre régulièrement à Paris les années suivantes. Avec le temps, elle s'adapta très bien au mode de vie occidentalisé dans lequel elle se trouvait. Et pourtant, Ranavelona n'oublia jamais complètement sa terre natale. Elle adressa plusieurs pétitions au gouvernement français pour rentrer chez elle, mais celles-ci furent refusées. Il est douteux que sa demande aurait jamais été acceptée, mais une mort prématurée y mit fin. Cela pouvait-il arriver ? Le 23 mai 1917, elle est décédée subitement d'une grave embolie ou d'un caillot à 55 ans. Bien qu'elle ait été initialement enterrée en Algérie, ses restes ont été exhumés en 1938 et rapatriés à Madagascar, la ramenant enfin en esprit dans sa patrie plus de 40 ans après son exil. À présent, penchons-nous sur la princesse bien-aimée qui était destinée à devenir reine jusqu'à ce que le destin en décide autrement. La princesse Charlotte Augusta de Galles est née le 7 janvier 1796 à Carlton House à Londres. Son père était George, prince de Galles, l'héritier du trône de Grande-Bretagne. Bien qu'il fût héritier du trône, George resta célibataire jusque dans la trentaine avancée et n'avait pas eu d'héritier lui-même. Cela était dû au fait qu'il entretenait une relation de longue date avec Maria Fitzherbert, une roturière et catholique, ce qui empêchait George de pouvoir l'épouser légalement. S'il voulait un jour devenir roi, eh bien, il existait des lois qui interdisaient au conjoint d'un catholique romain de succéder au trône britannique. Ainsi, George était resté célibataire, mais avait eu une relation avec Fitzherbert durant la fin des années 1780 et 1790.
Ce n'est qu'au printemps 1795 qu'il finit par céder aux exigences de son père de se marier et de produire un héritier. Georges devait donc épouser Caroline de Brunswick, princesse allemande et sa cousine germaine. Georges et Caroline se détestaient dès le tout début de leur relation. Cependant, ils se sont mariés le 8 avril 1795. Georges déclarera plus tard qu'ils n'ont couché ensemble en tant que mari et femme qu'à 3 reprises, puis plus jamais. Cela est arrivé lors des premières semaines de leur union. Charlotte était le fruit de leur très brève relation sexuelle, et elle est née presque exactement 9 mois après le jour du mariage de ses parents. Le lendemain de sa naissance, le prince George a commencé à comploter pour séparer son nouveau-né de sa mère. C'était le début de 20 années de machination de la part de son père, qui allait constamment créer des difficultés pour Charlotte. À cette époque, lui et Caroline vivaient déjà séparément, chacun chez soi. Et moins d'1 an après leur mariage, le prince avait également repris sa relation avec Maria Fitz-Herbert. Charlotte a grandi chez elle sous la supervision de la comtesse douairière d'Elgin, qui était sa gouvernante. C'était un usage courant pour les enfants royaux en Grande-Bretagne au XVIIIe siècle. Fait inhabituel, Charlotte, jeune, ne rendait pas visite à ses parents ensemble. Elle était envoyée les voir séparément à Londres et ailleurs en Angleterre. Bien que Georges ait fait de son mieux pour contrecarrer sa femme séparée à ce sujet, il n'avait pas une liberté totale. Cependant, en tant que grand-père de Charlotte, le roi avait tendance à bloquer les efforts de son fils pour limiter les contacts entre Charlotte et Caroline. Le prince George a souvent dû céder à son père à cause de son grave problème de jeu, sollicitant fréquemment de l'argent au roi pour régler ses dettes. Cela donnait au roi George un moyen de pression sur son fils, et il s'en servait pour essayer de protéger sa petite fille. Avec le temps, le père de Charlotte commença à ignorer en grande partie sa fille, dont l'apparence lui rappelait de plus en plus sa femme Caroline. Sa présence à Londres l'agaçait encore. En conséquence, en 1804, le roi lui-même proposa de prendre la garde de Charlotte, mais Georges s'y opposa, craignant que Charlotte n'ait trop d'accès à sa mère si elle devenait pupille du roi et de la reine. Pendant ce temps, Charlotte continua d'être élevée à Warwick House. Là, son éducation fut confiée à l'évêque d'Exeter, Jean Fisher. Sous sa supervision, divers précepteurs enseignèrent à la princesse l'écriture, l'histoire, la religion, la littérature, le latin, le dessin, la musique et la danse. Sa gouvernante et plusieurs précepteurs remarquaient un à un souvent dans leur correspondance que la jeune princesse devenait une enfant vive qui n'avait pas peur d'exprimer ses opinions. La relation tourmentée entre les parents de Charlotte était particulièrement difficile, car elle faisait de Charlotte la seule héritière légitime de son père, et le couple n'aurait pas d'autres enfants. Cela signifiait qu'elle était la seconde dans l'ordre de succession au trône de Grande-Bretagne dès sa naissance, ce qui comptait particulièrement pour son grand-père. Le roi George III avait souffert de problèmes psychologiques pendant de nombreuses années. Ce que l'on a appelé familièrement la folie du roi George III reste encore aujourd'hui partiellement incompris. À partir du milieu des années 1780, il commença à souffrir de violentes sautes d'humeur, étant souvent en état de manie pendant des jours, puis sombrant dans des états de dépression. Parfois, il parlait sans énergie et avait une tendance inquiétante à évoquer des personnes décédées depuis longtemps, comme si elles étaient encore présentes dans le monde. Cependant, ce comportement était périodique et, de manière générale, Georges retrouvait son état normal après plusieurs jours ou semaines. Les connaissances médicales limitées de l'époque empêchent de savoir précisément la maladie du roi, mais les analyses actuelles évoquent une affection aiguë. La porphyrie, un trouble du foie qui provoque une accumulation de substances chimiques dans le sang et commence effectivement à empoisonner la personne. Cependant, d'une manière qui provoque une instabilité psychologique croissante et d'autres maladies, plutôt que de tuer l'individu. Bien qu'il se soit remis de sa grave crise en 1788 et ait pu reprendre ses fonctions de roi. La possibilité d'une nouvelle crise psychologique n'était jamais loin des esprits de la famille royale et de ceux au cœur du gouvernement britannique. Tout cela avait des répercussions pour Charlotte. Si son grand-père ne pouvait plus régner, son père deviendrait roi sous le nom d'Albert, et elle serait la suivante dans la succession.
Cela signifiait que Charlotte, bien qu'encore enfant, était une personne très importante au sein de la Grande-Bretagne. Il était également inévitable que son mariage devienne une question d'importance politique dès qu'elle serait en âge de se marier. Et c'est exactement ce qui s'est passé. En 1810, le roi George sombra dans une dernière crise de démence. Cela allait durer 10 ans avant qu'il ne finisse par mourir en 1828. Malheureusement, ses derniers chants au jour furent tard passés seuls, à parler à des amis morts depuis longtemps, car ses médecins pensaient à l'époque que le meilleur traitement était de ne pas trop le déranger. Le prince George devint alors régent de la Grande-Bretagne, roi en tout sauf le nom. Les années 1810 sont donc connues sous le nom de période de la Régence. Charlotte, qui était bouleversée par la disparition de son grand-père car ils étaient en proches, et parce qu'il avait cherché à la protéger des intrigues de son père, elle allait malheureusement devenir la cible croissante de manœuvres politiques dans les années 1810, alors même qu'elle entrait à peine dans l'adolescence. Une fois ses pleins pouvoirs de régence confirmés en 1810, le prince George restreignit la correspondance de sa fille de 14 ans et limita ses contacts avec sa mère à une visite surveillée toutes les 2 semaines. Cependant, même s'il cherchait à la contrôler, la princesse se forgeait déjà une réputation de femme à la volonté libre. Peu après que son père devienne régent, une crise politique éclata à Londres quand le prince refusa de former un gouvernement composé de politiciens du parti Whig, le groupe parlementaire plus libéral que le roi avait largement soutenu pendant son règne, présent à l'opéra dans la capitale. Au milieu de tout cela, Charlotte, qui partageait les opinions politiques de son grand-père, avait pris soin d'envoyer des baisers en direction du chef des Whigs, Lord Grey. Le public avait largement approuvé ce geste. Cependant, son père était furieux et commença à restreindre Charlotte, réduisant encore davantage la somme d'argent disponible pour son foyer, à peine suffisante pour subvenir à ses besoins. Et en insistant pour qu'à l'avenir, elle s'assoie dans un siège reculé et à l'écart lorsqu'elle assiste à l'opéra. De toute évidence, les nouvelles concernant le traitement sévère de son père devenaient de notoriété publique, ce qui le rendait encore plus impopulaire. Pendant ce temps, en 1812, Charlotte était généralement accueillie par des foules en liesse lors des rares occasions où elle était autorisée à paraître en public. À cette époque, Charlotte avait 16 ans et la question de son mariage devenait importante. De plus, les guerres en Europe touchaient à leur fin et le mariage était considéré comme un moyen pour la Grande-Bretagne de s'allier à une autre maison royale. Dès les années 1790, la Grande-Bretagne était presque constamment en guerre avec la France. D'abord le gouvernement républicain révolutionnaire là-bas, puis le régime de Napoléon Bonaparte, qui était empereur de France, en vinrent à dominer une grande partie du continent. Les lignées royales, qui avaient été renversées par Napoléon dans de nombreux pays, allaient bientôt être rétablies. Et c'est avec l'une d'entre elles, la maison princière d'Orange aux Pays-Bas, que le prince George souhaitait établir des liens plus étroits. Charlotte devait donc épouser le prince Guillaume d'Orange pour renforcer l'influence britannique en Europe du Nord-Ouest. Au début, Charlotte accepta à contre-cœur d'épouser le prince en décembre 1813, mais au début du printemps 1814, elle s'y opposait délibérément. La princesse craignait que, si elle le faisait, elle résiderait ensuite en Hollande. Et sa mère, qui avait peu d'alliés restants en Angleterre, serait alors entièrement à la merci de son père. En conséquence, elle rompit les fiançailles, refusant de suivre les souhaits de son père. George réagit comme à son habitude. Il renvoya les domestiques de Charlotte et restreignit encore davantage ses finances. Ce fut un coup cruel, car beaucoup de ses domestiques étaient en réalité les compagnons de toujours de Charlotte, des personnes comme Cornelia Knight, qu'elle connaissait depuis son enfance. Il exile Charlotte à Cranbourne Lodge, dans la forêt de Windsor. Ici, seule sa mère était autorisée à lui rendre visite, une fois par semaine. C'est dans ce contexte que la mère de Charlotte prit la décision plutôt noble de quitter l'Angleterre et de retourner en Allemagne. C'est ce que George voulait effectivement qu'elle fasse depuis 18 ans. À présent, il avait obtenu ce qu'il voulait et, par conséquent, le traitement de Charlotte par son père s'améliora considérablement. La princesse n'était plus isolée et à la fin du mois de août 1814, elle se rendit au bord de la mer à Weymouth. Quand le carrosse de Charlotte s'arrêta, de grandes foules amicales accouraient pour la voir.
Une fois arrivés dans la ville balnéaire, il y eut des illuminations dont la pièce maîtresse proclamait « Vive la princesse Charlotte, espoir de l'Europe et gloire de la Grande-Bretagne ». Cela montre à quel point le peuple britannique l'aimait et qu'il la considérait déjà comme sa future reine. En 1815, Charlotte avait noué une relation avec un autre jeune prétendant noble. En mai 814, elle rencontra le prince Léopold de Saxe-Cobourg-Saalfeld lors d'une fête à Londres. Il commença bientôt à lui rendre visite et tous deux devinrent affectueux l'un envers l'autre. Des fiançailles suivirent peu après et le 2 mai 1816, ils se marièrent. Avec d'immenses tombes bordant les rues de Londres, le jeune couple royal s'installa à Claremont dans le Surrey. Ce fut une union heureuse et Charlotte resta aussi populaire que jamais auprès du public britannique. Lorsque Charlotte tomba enceinte en 1817, il semblait que ses épreuves passées s'étaient enfin résolues et qu'un avenir heureux s'ouvrait à elle. Mais la tragédie frappa. La grossesse fut compliquée et, au début du mois de novembre, Charlotte entra en travail. Cela dura 50 heures et se solda par la naissance d'un fils mort-né. Ce fut bientôt une double tragédie. Quelques heures après l'accouchement, Charlotte commença à vomir violemment et se plaignit de douleurs à l'abdomen. De plus, ses saignements post-partum ne s'arrêtaient pas. Son médecin, Sir Richard Croft, remarquant à quel point elle était froide, demanda qu'on fasse venir Léopold. Mais lorsque son mari fut réveillé et amené dans sa chambre, Charlotte était déjà morte. La princesse bien-aimée n'avait que 21 ans lorsqu'elle est décédée, et sa mort a suscité une immense vague de chagrin public. Le deuil fut tel que les marchands de tissus furent à court de draps noirs. Les magasins fermèrent pendant 2 semaines, et même les pauvres et les sans-abri attachèrent des brassards noirs à leurs vêtements. Henry Broome a écrit ce qui suit au sujet de la mort de la princesse. C'était vraiment comme si chaque foyer à travers la Grande-Bretagne avait perdu un enfant préféré. Charlotte fut ensuite enterrée dans la chapelle Saint-Georges, au château de Windsor, avec son fils à ses pieds, le 19 novembre 1817. Son médecin, Richard Croft, fut tellement critiqué à propos de sa mort qu'il mit fin à ses jours quelques mois plus tard. Sa mort mit également fin à la lignée directe de succession. Le prince George n'avait pas d'autres enfants légitimes et, sauf divorce et remariage avec descendance, la succession passerait aux autres enfants de George III. Lorsque le prince George lui-même mourut, il est intéressant de noter qu'à cette époque, George III avait 12 enfants légitimes vivants, mais aucun petit-enfant légitime. Une course s'engagea alors entre ses fils ducs royaux pour se marier et avoir un héritier. C'est pourquoi presque tous les petits-enfants légitimes de George III sont nés après la mort de Charlotte. À la mort de George III en 1820, le prince George devint roi sous le nom de George IV. Son règne dura jusqu'en 1830, lorsque son frère William devint roi sous le nom de William IV. Cependant, William n'ayant pas d'héritier légitime, à sa mort en 1837, le trône revint à la jeune princesse Victoria, fille de 18 ans du prince Édouard, duc de Kent et 4e fils de George III. Ainsi, si Charlotte n'était pas morte en 1817 et avait donné naissance à un héritier. La reine Victoria, connue comme la grand-mère de l'Europe et dont le règne a couvert la période de la suprématie mondiale de la Grande-Bretagne, ne serait jamais devenue reine de Grande-Bretagne. Bien que Charlotte soit peu connue aujourd'hui, sa longue vie aurait pu changer l'histoire de la Grande-Bretagne et de l'Europe, ce qui en fait un grand et si bon, son ancien de le et si grand dans historique. La terreur durant la Révolution française fut une période de violence extrême où royauté, nobles et peuples ont subi des destins tragiques. L'une de ces victimes fut la meilleure amie de Marie-Antoinette. La princesse est née Marie-Thérèse Louise de Savoie-Carignan à Turin, en Italie, le 8 septembre 1749. Elle était la fille de Louis-Victor de Carignan et de Landgravine Christine de Hesse-Rheinfels-Rothenburg, tous deux issus de la royauté européenne. On disait qu'elle avait une jolie tête avec une chevelure blonde et abondante qui, une fois libérée de ses rubans, tombait jusqu'à ses pieds. La princesse venait d'une famille extrêmement riche et était très bien éduquée. Elle parlait plusieurs langues et était cultivée.
Elle adorait lire de la poésie italienne, ainsi que des livres d'auteurs populaires comme Machiavel et Dante. La lecture était l'un de ses passe-temps favoris, et elle avait investi dans sa propre bibliothèque personnelle très fournie. Son éducation remarquable et la richesse de sa famille la plaçaient en bonne position pour le mariage. En 1767, le duc de Penthièvre avait demandé à Louis XV de l'aider à trouver une épouse convenable pour son fils, le prince de Lamballe. Le roi accepta et lui suggéra de porter son attention sur la princesse de Savoie. Le prince de Lamballe se vit présenter un portrait de la princesse, et à seulement 17 ans, son destin fut scellé. Elle arriva en France le 30 janvier à Montereau et fut accueillie par un jeune homme à l'air curieux, tenant un magnifique bouquet de fleurs. D'abord confuse, la princesse comprit rapidement qu'il s'agissait de son futur mari. Ils se marièrent plus tard le même jour dans la chapelle du château de Nanguis, au domicile du comte de Garcy. Cependant, le mariage ne dura pas longtemps. La princesse de Lamballe avait montré à son mari de l'amour et de l'affection, et au début, il semblait heureux en mariage. Mais la cour de Versailles en était tristement célèbre pour ces scandales, et il ne fallut pas longtemps avant que la princesse ne se retrouve au centre d'un autre. La princesse fut présentée à la cour de Versailles, où elle avait acquis une faveur admirable, mais la relation entre elle et son mari se détériora rapidement. Le prince avait entretenu une relation adultère avec 2 actrices, et Marie fut dévastée par la trahison de son mari. Son beau-père la consola. Mais après 1 an de mariage, elle fut frappée par un chagrin encore plus grand lorsque son mari mourut en 1768 d'une maladie vénérienne. Avant qu'il n'atteigne l'âge de 21 ans, elle avait réussi à pardonner les fautes de son mari, prenant soin de lui tendrement jusqu'à sa mort. La princesse commença sa nouvelle vie en s'installant définitivement à Rambouillet, près de Versailles, où résidait son beau-père. En tant que duc de Penthièvre, le duc s'était attaché à la princesse et la considérait comme sa propre fille. Il lui recommanda de faire vœu de chasteté et de devenir religieuse. Bien qu'elle ne soit jamais devenue religieuse, elle choisit de rester fidèle à son mari toute sa vie. Après avoir hérité de la fortune de son mari, elle rejoignit son beau-père pour achever ses nombreuses œuvres de charité. Le duc devint connu sous le nom de roi des pauvres, et Marie de Lamballe gagna le surnom d'Ange de Penthièvre. Elle finit par se remettre de son chagrin, bien qu'elles aient continué à traverser une série de moments mélancoliques qui allaient progressivement s'aggraver avec l'âge. En 1770, le dauphin Louis épousa Marie-Antoinette, la fille de Maria-Thérèse, l'impératrice d'Autriche. Louis monta sur le trône seulement 4 ans plus tard, en 1774, devenant le roi Louis XVI. Après avoir vécu quelque temps à la cour, la relation entre Marie-Antoinette et la princesse de Lamballe commença à s'épanouir. Marie-Antoinette avait trouvé sa nouvelle confidente en la princesse, et l'année suivante, en 1775, elle fut également proclamée surintendante de la maison de la reine. La princesse de Lamballe accompagnait la reine lors de nombreuses excursions et à de nombreuses fêtes. Le duc de Penthièvre succomba au mode de vie du roi et de la reine, et commença même à exprimer son intérêt pour recevoir des membres de la royauté internationale. Il alla jusqu'à recevoir le prince héritier de Suède et le roi de Danemark, avec la princesse de Lamballe agissant comme son hôtesse. La cour de Versailles accueillait de nombreux bals et fêtes, devenant célèbre pour son mode de vie somptueux et sa soif de tout ce qui était extravagant. Après tout, Louis XIV avait presque ruiné tout l'État lorsqu'il fit appel au célèbre architecte paysagiste français André Le Nôtre pour redessiner les 2000 acres de Versailles. En raison de la situation monétaire de la France, le roi Louis XVI engagea Anne-Robert Jacques Turgot pour reprendre en main les finances du pays. Turgot avait pour mission d'apporter à la population une liberté et une prospérité financière. Il écrivit au roi Louis, affirmant ne vouloir ni banqueroute, ni hausse d'impôts, ni emprunt. Turgot lui-même était favorable à la monarchie, tant que celle-ci œuvrait au service du peuple. Avec ces nouvelles lois et réglementations entrant en vigueur, le roi Louis XVI avait eu besoin de faire respecter plus strictement la conformité des États en Bretagne.
car la région avait auparavant fonctionné comme un État quelque peu autonome. Pour ce faire, le roi avait besoin d'un diplomate fiable pour apaiser toute réaction négative ou tout sentiment anti-monarchiste. Il fit donc appel au duc de Penthièvre, qu'il considérait comme l'homme idéal pour cette tâche. La princesse de Lamballe l'accompagna à Rennes le 17 décembre 1774. Leur aventure dans la région fut un immense succès et la princesse elle-même avait réussi à gagner le cœur de la population locale. La princesse de Lamballe était absente de la cour de Versailles depuis 2 mois et la reine Marie attendait avec impatience son retour. Ayant appris avec joie que la princesse rentrait chez elle quelques jours plus tôt que prévu, la reine avait demandé à la princesse de se rendre directement à Versailles, après que la princesse de Lamballe soit entrée à Versailles. Elle fut surprise de voir que la reine avait fait peindre son portrait sur une vitre qui avait été placée dans la pièce où la reine passait la plupart de son temps. Pourtant, après avoir passé beaucoup de son temps libre avec la reine, les pensées et les intérêts de la princesse commencèrent à vagabonder. Les Parisiens adorèrent le surnaturel. Leur penchant pour le superstitieux et le paranormal avait commencé bien avant la naissance de la princesse, mais l'intrigue n'avait cessé de croître. Le comte de Saint-Germain avait captivé la population, affirmant avoir vécu pendant des siècles et avoir rencontré Jésus-Christ lui-même. Le baron du Pop de Seine-et-Voix avait introduit l'étude du magnétisme animal. Eliphas Lévy était un sage distingué. Et Alexis Vincent Charles Berberquier de Terre-Neuve-du-Thym était devenu célèbre en tant que démonologue renommé. La princesse de Lamballe avait également été captivée par le surnaturel, correspondant même avec la cartomancienne Madame Lenochemont, ainsi qu'avec l'astrologue et voyante Madame Williams, qui était d'origine galloise. Bien qu'une grande partie de sa vie privée reste un mystère, on sait que la princesse s'est intéressée à la franc-maçonnerie. En 1777, elle est devenue membre de la Loge de Crandeur et est devenue l'un des membres les plus prestigieux du pays. Et en 1781, elle a assumé le rôle de grande maîtresse de la Loge mère des Corsaires d'adoption. En 1775, une révolte de masse a éclaté. La récolte du pays avait produit un volume de grains incroyablement faible et le pays s'est rapidement retrouvé en situation de pénurie alimentaire, incapable de nourrir la population. Les gens ont commencé à blâmer la monarchie, affirmant qu'elle avait délibérément gardé les réserves pour elle-même, et le peuple a commencé à se révolter. Le pays sombrait dans la panique. Les pilleurs étaient bras partout et les agriculteurs étaient repris en otage par ces derniers, qui les forcèrent à vendre leurs grains à des prix bien plus bas. Tout au long des mois d'avril et de mai, les émeutiers ont semé le chaos dans ce qui est devenu connu sous le nom de la guerre des fleurs. La tragédie a de nouveau frappé la princesse lorsque, en 1778, elle a perdu ses 2 parents. En 1785, la population française est devenue de plus en plus hostile envers le trône et le mode de vie somptueux qu'il menait, alors qu'une grande partie de la France souffrait de pauvreté extrême. Le peuple avait besoin de trouver une excuse à chaque malheur possible, et il l'a trouvée en Marie-Antoinette. Elle est devenue une figure publique de la haine. Les années de 1786 à 1789 restèrent sans tragédie pour la princesse. Et dans une lettre écrite par Horace Walpole, il est dit que la princesse fit une visite en Angleterre à la mi-1787. La situation en France, cependant, ne s'améliorait pas. Le roi s'intéressait davantage à ses collections personnelles qu'à prendre des décisions pour diriger le pays. Et la reine était plus encline à dépenser de grosses sommes d'argent en diamants et autres biens de luxe, ainsi qu'à accumuler de nombreuses dettes de jeux impayées. Le 5 mai 1789, le roi Louis XVI convoqua les États généraux à Versailles, qui ne s'étaient bel et bien pas réunis depuis 1614. Il convoqua cette réunion pour introduire une nouvelle loi fiscale qui imposerait un taux d'imposition plus élevé aux propriétaires terriens et aux riches nobles. La classe moyenne présente à la Réunion, qui comprenait des avocats et des enseignants, avait réclamé une constitution. Le roi était indigné. Il croyait que la monarchie devait conserver le pouvoir absolu, sans aucune règle ni gouvernement pour lui retirer son pouvoir.
ceux qui étaient l'un des présents à la réunion des États généraux avaient prêté serment sur le court de tennis voisin le 20 juin 1789, déclarant qu'ils ne rentreraient pas chez eux tant que le roi n'accepterait pas de former une constitution. Le 27 juin, ils ont formé leur propre parlement, qu'ils ont appelé l'Assemblée nationale. Certains nobles et membres du clergé ont également commencé à rejoindre le nouveau parlement. Le roi était en colère, mais le peuple aussi. Le prix du pain restait élevé et beaucoup de gens avaient encore faim. Le roi refusa de reconnaître l'Assemblée nationale et renvoya même un ministre connu pour défendre les intérêts des pauvres. Complètement indignés, des milliers d'habitants se sont rassemblés pour protester et ont pris d'assaut la forteresse de la Bastille. Face aux quelques 8000 manifestants, les hommes du roi n'ont rien fait pour empêcher la prise de la forteresse. Le gouverneur de la Bastille a remis les clés aux manifestants, mais il était trop tard pour leur témoigner de la sympathie. À présent, c'était un homme qui avait aidé à enfermer des centaines de prisonniers qui s'étaient exprimés contre le roi. Les manifestants tenaient leur homme et, dans un accès de rage, procédèrent à décapiter le gouverneur. C'était la première fois que les paysans de France s'étaient de révolter contre le pouvoir absolu du roi et avaient en gagné. Encouragés par leur victoire, les protestations gagnaient en férocité et Louis savait qu'il avait perdu Paris. Toute idée de tenter de reprendre la Bastille par la force fut rapidement écartée. Des rumeurs commencèrent à circuler selon lesquelles le roi Louis préparait des plans pour utiliser la force militaire afin de se débarrasser de l'Assemblée nationale. En octobre, la famille royale fut emmenée au palais des Tuileries, où le peuple pouvait surveiller les actions du roi. Toujours aussi défiants, le roi et la famille royale tentèrent de s'échapper de France. Le plan était de rejoindre l'Autriche et d'obtenir de l'aide du frère de Marie-Antoinette, qui était désormais l'empereur d'Autriche. En juin 1791, ils tentèrent leur chance mais furent arrêtés à Varennes, puis ramenés à Paris dans leur carrosse. En 1791, la princesse de Lamballe échappa à la capture et retourna en Angleterre pour visiter Blenheim, Oxford et Bath. Mais cette fois-ci, il semble qu'elle était en quête de protection. Marie-Antoinette avait déjà envoyé des messages pour demander de l'aide, mais il semble que la princesse soit venue en personne pour s'assurer que la gravité de la situation imminente soit bien comprise. La reine d'Angleterre a accueilli la princesse avec beaucoup d'affection et de plaisir. Mais lorsqu'elle a demandé de l'aide au roi Georges III, il a refusé. Lui disant que la famille royale française avait provoqué ses propres malheurs, le roi de France a écrit à la princesse pour lui dire de ne pas revenir, car la situation était devenue trop terrible. Elle a répondu en écrivant « La reine a besoin de moi, et je dois vivre ou mourir à ses côtés ». Elle rédigea son testament à Aix-la-Chapelle, qui incluait même ses chiens bien-aimés, et elle retourna en France pour se tenir aux côtés de la reine. L'Assemblée nationale comptait parmi ses membres quelques sympathisants royalistes, et Marie-Antoinette tenait des réunions secrètes avec eux à Versailles lorsque la famille avait été ramenée à Paris. La princesse de Lamballe, connue pour être la confidente de la reine, était également soupçonnée par le peuple d'entretenir des relations sympathiques avec les Autrichiens. Le 10 août 1792, la monarchie fut officiellement renversée et la princesse fut emprisonnée à la prison du Temple aux côtés de Marie-Antoinette. Elle fut transférée à la prison de la Force le 19 août. La princesse reçut l'ordre de prêter serment pour dénoncer la monarchie et sa meilleure amie en tant que reine de France, mais elle refusa. Le 3 septembre, elle subit sa punition brutale. Elle fut traînée hors de la prison après un court procès et frappée à de nombreuses reprises par les armes brandies par la foule en colère qui l'attendait. Elle tomba à genoux après avoir été frappée à la tête et mourut. Son sang jaillit sur sa robe. Elle fut ensuite frappée violemment à la tête, ce qui la rendit inconsciente. Et la foule a alors déshabillé son corps et s'est mise à le mutiler jusqu'à ce qu'elle ne soit plus reconnaissable. Après ces scènes horribles et tragiques, sa tête a été coupée et plantée sur une pique que la foule a ensuite exhibée devant la cellule de Marie-Antoinette. Ses œuvres charitables et bienveillantes n'avaient servi à rien. Elle était une amie de la monarchie et elle ne devait pas être traitée différemment. Au moment de sa mort, elle avait 42 ans.
Pour notre dernière histoire, nous remontons jusqu'au début du XIVe siècle en Espagne. Inès de Castro est née vers 1325 dans le royaume de Galice, une entité politique qui existait dans le nord-ouest de l'Espagne, juste au nord du Portugal. Au Moyen-Âge, la Galice est restée presque indépendante de la principale puissance du centre, du nord et de l'ouest de l'Espagne. À cette époque, le royaume de Castille existait et la Galice gardait une autonomie, bien que de nombreux nobles galiciens se soient rapprochés de la cour castillane. Les circonstances exactes de sa naissance restent floues car il existe peu de documents sur ses premières années, mais nous savons qu'elle est née en tant que fille de Pedro Fernández de Castro, le seigneur de Lemos et de Sarria en Galice. Sa mère était Alonca Lorenco de Valladares, une maîtresse du seigneur de Lemos et de Sarria. Parce que sa mère n'était pas mariée à son père noble. Des accusations d'illégitimité ont été associées à Inès dès son plus jeune âge, et celles-ci allaient lui causer des problèmes plus tard dans sa vie. La famille d'Inès descendait à la fois des familles royales de Galice et du Portugal, et avait également de solides liens avec les autres grandes familles nobles des royaumes espagnols de Léon, de Castille et de Navarre. Par exemple, sa grand-mère paternelle était Violante Sánchez, une noble castillane qui était dame d'Ulcero, d'Oimbra et de Villamartín de Valdeorras. Et elle était également une fille illégitime du roi Sanche, 4 rois de Castille, de 1284 à 1295. Ainsi, la famille Castro faisait partie des lignées nobles les mieux connectées de toute la péninsule ibérique. Dans sa jeunesse, Inès a été élevée dans sa Galice natale. Sans aucun doute, elle a appris les arts habituels d'une jeune noble, ce qui comprenait quelques notions de latin et la capacité d'écrire de sa propre main. C'était aussi une époque où de nombreux dialectes de l'espagnol étaient utilisés à travers la péninsule, dont plusieurs pour lesquels on s'attendait à ce qu'Inès en apprenne les nuances, afin de prospérer dans cet environnement. Après un certain âge, elle a été envoyée à la cour castillane, qui n'avait pas de résidence fixe, mais qui était souvent établie dans la ville de Burgos. En 1340, un événement s'est produit qui allait façonner la vie future d'Inès et conduire aux événements qui ont fait d'elle une figure célèbre de l'histoire européenne depuis lors. Cette année-là, Constanza Manuel, une grande noble castillane, a épousé Pierre, le prince héritier du Portugal et héritier du trône. Constanza, aussi appelée Constance, fut l'amie d'enfance d'Inès dans plusieurs cours du nord-ouest de l'Espagne dans les années 1330. Par conséquent, lorsqu'elle partit pour Lisbonne afin de prendre sa place en tant qu'épouse du futur roi du Portugal, Inès fut envoyée avec elle pour servir comme l'une de ses dames de compagnie. Ainsi, une grande partie des devoirs d'Inès dans les années qui suivirent consisterait à divertir la nouvelle princesse et à servir d'intermédiaire pour elle. Avec d'autres membres de la cour royale portugaise, c'est là que les choses se compliquèrent. Le nouveau mari de Constanza, le prince Pierre, fut rapidement attiré par Inès plutôt que par sa nouvelle épouse. Vers 1342 ou 1343, il était de notoriété publique à la cour portugaise que les deux entretenaient une liaison extra-conjugale. Bien que Pierre et Constanza aient eu des enfants au début des années 1340 avec une fille, Maria née en avril 1342, suivie de 2 fils, Louis et Fernand, en 1344 et 1345. Bien que Pierre ait rempli les obligations de son mariage et assuré la lignée royale, il était clair que son cœur appartenait à Inès plutôt qu'à son épouse. Le père de Pierre, le roi Alphonse IV, apprit bientôt la situation et en fut troublé. Premièrement, cela menaçait de nuire aux liens politiques qu'il avait cherché à renforcer en mariant son fils à Constance. Deuxièmement, il poussait son fils, le futur roi, à accorder une faveur excessive aux parents et compatriotes galiciens d'Inès, dont plusieurs résidaient un temps à la cour portugaise. Par conséquent, il craignait la montée de factions puissantes au cœur du gouvernement, à une époque où la couronne portugaise se méfiait de ses voisins. Il y avait eu près d'une douzaine de royaumes chrétiens à travers la péninsule ibérique pendant le Moyen-Âge, dont beaucoup avaient été absorbés par leurs voisins. Avant tout, la Castille. Beaucoup de Portugais craignaient que la même chose n'arrive à leur pays, y compris le roi.
Ainsi, il souhaitait contrôler la politique interne de la cour et ne pas laisser des intrus galiciens influencer les affaires. À cause de l'obsession de Pierre pour Inès, Constanza elle-même tenta de séparer son mari d'Inès au début des années 1340 en proposant qu'Inès devienne la marraine de leur fille. Une relation qui techniquement l'aurait intégrée à leur famille et aurait rendu inconcevable pour Pierre de poursuivre sa relation avec elle. Cependant, cette ruse a échoué. Par la suite, le roi Alphonse prit sur lui de résoudre cette situation difficile. Il fit part à Pierre de son mécontentement face à la situation, puis en 1344 prit la mesure drastique de bannir Inès de la cour portugaise. Cela ne servit à rien cependant, Pierre commença simplement à lui rendre visite régulièrement en Galice et à la cour castillane. Et finalement, il fut décidé qu'il valait mieux ramener Inès à Lisbonne, où l'on pourrait garder un œil sur elle et Pierre, plutôt que de laisser Pierre et Inès se rencontrer clandestinement partout. À la fin de 1345, les choses prirent un nouveau tournant. Constanza donna naissance à son deuxième fils avec Pierre, l'enfant Fernando, le 31 octobre 1345. L'accouchement fut compliqué et Constanza tomba malade par la suite. Au cours des 2 semaines qui suivirent, sa santé se détériora davantage jusqu'à ce qu'elle meure le 13 novembre. Cependant, certains récits quasi contemporains indiquent qu'elle serait morte en 1349 après avoir donné naissance à une autre fille, Maria. En supposant qu'elles aient effectivement été envoyées dans un couvent ou un autre en novembre 1345, il y avait maintenant un problème. Pierre et Inès étaient profondément amoureux l'un de l'autre. Il était donc déterminé à l'épouser après la mort de Constance. Mais son père, le roi Alphonse, était tout aussi résolu à ce que cela n'arrive pas. En grande partie parce que Inès était illégitime, étant née de la maîtresse de son père hors mariage. En conséquence, il était déterminé à empêcher le mariage d'avoir lieu, quels que soient les moyens nécessaires. Bien qu'il ne puisse pas prendre Inès pour épouse, Pierre et elle s'installèrent alors ensemble, vivant à Coimbra. Au fur et à mesure, les demi-frères et les proches d'Inès prirent de plus en plus d'influence sur Pierre. Alphonse craignait donc que, dans les années à venir, le Portugal ne soit entraîné dans les conflits des royaumes espagnols, et que Pierre et Inès provoqueraient même une guerre civile au Portugal, s'il tentait d'en écarter les enfants légitimes que Pierre avait eus avec Constance de la ligne de succession. Finalement, en 1355, après 10 ans d'animosité croissante entre le roi et son fils, le roi décida d'agir. L'inquiétude venait du fait que les enfants d'Inès et Pierre, Béatrice à 1347, Jean 1349 et Denis 1354 passeraient avant ceux de Constance dans la succession. Ainsi, à la fin de 1354, peu après la naissance de Denis, il décida de faire assassiner Inès. L'acte fut dûment accompli le 7 janvier lorsque 3 assassins, Pedro Coelho, Álvaro Gonçalves et Hugo López Pacheco, la prirent au piège. Inès, dans le monastère de Santa Clara Avella à Coimbra, ils la décapitèrent devant son jeune enfant. Pourtant, un mythe entourant son meurtre affirme que l'assassinat n'a pas eu lieu dans le monastère, mais s'est en réalité déroulé dans un domaine voisin appelé Quinta das Lagrimas. Apparemment, la fontaine du domaine, appelée Fonte das Lagrimas, est tachée de son sang et peut encore être vue aujourd'hui. De plus, la légende raconte que le fantôme d'Inès hante les terres du domaine, et qu'on l'entend souvent pleurer, cherchant son amour perdu, Pierre. Après que Pierre eut appris ce qui s'était passé, il était furieux. Il jura de se venger et se révolta même contre son père pour l'avoir tué, provoquant ainsi une guerre civile au Portugal. Cela dura 2 ans jusqu'à ce que la mère de Pierre, la reine, organise une trêve. Finalement, les deux se sont partiellement réconciliés, mais en mai 1357, le vieux roi Alphonse est mort à 66 ans. Cela a conduit à l'un des événements les plus étranges de l'histoire royale européenne. Après avoir été couronné lui-même, Pierre déclara qu'il avait secrètement épousé Inès en 1354, faisant d'elle la reine légitime du pays.
Ensuite, il aurait fait exhumer le corps d'Inès de sa tombe, l'aurait fait vêtir de riches robes et de bijoux, puis l'aurait amenée à la cour où elle fut installée sur le trône. Là, devant tous les nobles, courtisans, serviteurs, ministres, ambassadeurs et autres réunis, Pierre fit couronner sa défunte amante comme reine du Portugal. Il fit ensuite avancer les nobles assemblés pour qu'ils viennent baiser la main de sa reine et jurer fidélité à son cadavre. C'était l'une des scènes les plus inhabituelles de l'histoire royale européenne. Comme l'avait fait le roi Pierre, le corps d'Inès fut transféré à Alcobaça, où il fut réenterré dans le monastère royal. Pour s'assurer qu'ils seraient ensemble dans l'au-delà, Pierre fit construire 2 tombeaux qui se faisaient face en face. Ainsi, ils se verraient en se relevant. Au jugement dernier, les mots José Khamaïspiti en paix jusqu'à la fin du monde furent inscrits sur le marbre des tombeaux. Une fois cela réglé, Pierre partit se venger de ceux qui avaient assassiné son grand amour. Cela prit du temps, car ces meurtriers savaient parfaitement que le roi les voulait morts et ils se cachaient en an. Mais finalement, en 1361, il retrouva Coelho et Gonçalves, puis les exécuta publiquement en leur arrachant le cœur, affirmant qu'ils n'avaient pas de vrai cœur, puisqu'ils avaient infligé tant de souffrances aux siens. On pense que López Pacheco s'est échappé et est mort des années plus tard, en 1383. C'est également en 1361 que Pierre a légitimé ses enfants issus de son union avec Inès, malgré le fait que, selon toutes les sources, sauf Pierre lui-même, il ne s'était jamais réellement marié. Et cela allait bientôt créer des problèmes. Pierre était mort prématurément en 1367, à l'âge de 46 ans après un court règne. Il fut remplacé par son fils aîné issu de son mariage avec Constance, qui devint le roi Ferdinand Ier. Mais lorsque lui aussi mourut prématurément, à l'âge de 37 ans, en octobre 1383, cela déclencha une crise de succession, car le seul enfant légitime survivant de Ferdinand était Béatrice, une fille de 10 ans. Cela ouvrit la possibilité que le fils aîné de Pierre et Inès, Jean du Portugal, duc de Valence de Campos, puisse revendiquer le trône. Cette crise de succession, qui avait été aggravée par la relation entre Pierre et Inès 30 ans plus tôt, dura 2 ans avant que la succession ne revienne finalement à un autre prétendant. Pourtant, Jean d'Aves, un fils né en 1357 d'une relation entre Pierre et une autre femme, Teresa Lorenco, avec qui il avait entamé une relation après l'assassinat d'Inès. Ainsi, la crise de succession fut résolue et la maison d'Aves régnerait sur le Portugal pendant les 200 prochaines années. La vie d'Inès de Castro devint célèbre dans toute l'Europe à la fin du XIVe et au XVe siècle. Avec l'essor de l'art, du théâtre et de la littérature européens dès le XVIe siècle, son histoire fut souvent racontée et réinterprétée. Par exemple, dans les années 1570, elle fut incluse dans la Lusiade, un célèbre poème épique composé par Louis de Camus, qui est largement considéré comme le poète national du Portugal et l'un des plus grands poètes de la Renaissance européenne. À la fin du XVIIe siècle, son histoire devint particulièrement populaire parmi les écrivaines britanniques, et cette popularité se poursuivit au XVIIIe et XIXe siècle. Lorsque Inès était le personnage central de plus de 20 pièces de théâtre et opéras composés et joués dans toute l'Europe. Plus récemment, Inès est devenue un personnage récurrent dans les cantos d'Ezra Pound, tandis que l'histoire d'Inès et Pierre continue d'inspirer des séries télévisées et des opéras jusqu'à aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette compilation de destins royaux. J'espère qu'elle vous a intéressé. Donnez votre avis sur les vies et l'histoire en commentaire. Dites-moi aussi si vous voulez plus de vidéos similaires. Et j'espère que vous êtes abonné et que vous avez activé les notifications pour recevoir toutes mes vidéos dès que je les publie. C'est tout pour moi, on se retrouve dans le prochain épisode de Vies oubliées. Merci.